Donc nous invitons la salle à réagir. Si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, monsieur. Chloé. Je vous demanderai de vous présenter avant d'exprimer votre question. Il y avait un monsieur juste là. Mais prenez la parole. Bon. Ça va. Gerold Schumann, je suis metteur en scène et directeur artistique d'une compagnie conventionnée dans le Val d'Oise. Ce que j'ai dit maintenant, j'ai déjà dit quelques fois, et je me rappelle qu'avec Régis, on a discuté là-dessus dans une réunion de l'UFISC. Par mes deux nationalités, j'ai un regard un peu de l'extérieur et de l'intérieur sur tout ce qu'il se fait comme initiative autour de la création, d'une certaine manière, dans la tentative de créer une permanence, donc la permanence artistique, la fabrique. C'est drôle, les critères que vous dites pour la fabrique, ça correspond presque à des grands théâtres allemands qui fonctionnent en permanence. Donc, qui ont 22 millions d'euros, presque, je dis. Il y a très peu de différence. Il y a des projets des artistes. Ils sont initiés par la société civile? Mais ils ne sont pas forcément initiés par les sociétés civiles, mais ils payent quelquefois un loyer. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ça. Je dis presque quand même, tu vois. Maintenant, si on dit les choses à une autre manière, j'aime bien le mot fabrique, parce que fabrique, ça veut dire on fabrique quelque chose. Il a le côté artisanal là-dedans. Cette fabrication qu'on fait, c'est fait par quelqu'un. Quelquefois, on les appelle des artistes. Quand on le regarde extérieur vers ceux qui fabriquent, dit que, voilà, là, il y a un artiste qui fait quelque chose. Donc, le centre de tout ce que vous dites est quand même toujours ceux qui le font, dans les permanences artistiques comme dans les fabriques. Le problème, et ça tu l'as très bien dit, Régis, c'est que la permanence artistique fonctionne avec des intermittents de spectacle et la fabrique va fonctionner avec des intermittents de spectacle. Donc, où est le rapport direct avec ceux qui viennent? Où est la possibilité de développer vraiment quelque chose? Il faut quand même penser les choses plus loin pour éviter le problème de permittents, ce que vous dites, pour éviter qu'on demande à des permanents de devenir intermittents. Le fond du problème est quand même la création de l'emploi artistique permanent. Que ceux qui veulent être intermittents restent intermittents, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que ceux qui veulent travailler artistiquement en permanence peuvent l'être. Vous savez très bien qu'un intermittent de spectacle, au niveau des coûts de société, ne coûte pas plus qu'en permanent, parce que de ce qui est la partie intermittence payée par l'UNEDIC et la partie salaire, ça fait à peu près un salaire permanent. Donc, ce n'est pas une question de coût au niveau des sociétés, c'est une question au niveau de l'organisation de cet emploi et au niveau d'un choix qui devrait être possible d'aller vers un côté ou d'aller vers l'autre côté. Si je dis ça maintenant, ce n'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. Je trouve ça très bien, cette question de fabrique. Mais toutes ces initiatives renvoient toujours quand même au même problème. Et si je dis ça maintenant, c'est que parce qu'ici, il y a des élus, il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, et peut-être tous ensemble, on devrait se faire on devrait se demander un peu quels sont les modèles possibles, comment on peut agir pour transformer peut-être une partie de l'emploi d'intermittence en permanence, qui est la vraie base pour faire fonctionner les fabriques, les permanences artistiques culturelles, et donc qui sont les vraies bases pour pouvoir travailler dans les territoires avec les gens qui y sont, et loin des palaces en verre, et quand même avec une geste artisanale qui peut être un geste artistique qu'on provoque nous-mêmes par notre travail ou qu'on peut faire provoquer par ceux qui nous suivent, les publics et les gens avec qui on fait des ateliers et d'autres actions culturelles et artistiques. Voilà. Merci. Merci. Allez-y.
Luciano Travaglino, le théâtre de la Girandole sur Montreuil. Alors moi je pense, hein, je m'adresse aux politiques, que le politique, il est aujourd'hui face à un choix que j'appellerais historique. Donc il y a des structures, qu'on les appelle lieux intermédiaires, qu'on les appelle les fabriques, peu importe, comme celle-là dans laquelle on a été invité. Donc c'est des structures qui travaillent sur une excellence artistique, qui ne coûtent pas cher et sont rentables. Et soit le choix politique, c'est vraiment de soutenir ces structures, ces lieux. Et je pense, au contraire de ce qu'on dit dans les autres instances, bien sûr, ils ont dit « Ah ben, ce qu'ils font les fabriques, c'est nul, quoi, c'est pas bien ». Moi, je pense que les structures comme le CDN, comme les CDN, comme les grands paquebots, eh bien, leur élan artistique, il s'est essoufflé. Il a bien dit le monsieur de la Belle de Mai. Au bout de 3 jours que le nouveau directeur du CDN a été nommé, eh bien, il est devenu un fonctionnaire. Donc, moi, je crois, hein, et ici, il y a des gens qui ont l'habitude de fréquenter les théâtres, que les propositions artistiques plus intéressantes, eh bien, on ne les trouve pas dans les grosses structures, on les trouve dans ces lieux. On les trouve dans ces lieux de fabrique. Donc, soit il y a un choix courageux, parce qu'il faut avoir du courage. C'est des structures, c'est un peu des chiens libres, on dit en Italie. C'est sur lesquels on n'a pas un contrôle effectif. On ne peut pas nommer le directeur. D'ailleurs, c'est très rare de trouver dans ces structures un directeur. Il y a toujours des co-directeurs. C'est hein? Oui, une directrice. Non, co-directeur ou co-directrice, dans le sens que c'est des lieux où il y a une éthique, c'est important. Donc, soit vraiment on les soutient, alors c'est super, il y a une enveloppe d'1 million, c'est déjà super, c'est très bien, mais bon, ça ne va pas aller loin. Donc, Régis parlait de 20 000 sur 50, peut-être plus, peut-être moins. Donc, ce n'est pas ça qui va les sauver, ces espaces, ces lieux. Donc, soit le politique a le courage et la modestie, parce qu'en aidant ces structures, eh ben, il n'a pas beaucoup de mérite. Le mérite, le politique, il l'a quand il construit une nouvelle pyramide. Alors là, oui, c'est lui qui l'a construit, un nouveau paquebot. Donc, si à côté de cette enveloppe d'1 million, la région Île-de-France affecte 10 millions pour construire 3 autres lieux. Dans la dernière réunion, c'était des 52, c'était des 24. Bon, c'est les gens qui étaient là, ils doivent se rappeler. Eh bien, je pense qu'ils se trompent de direction. Et donc, voilà, moi, j'appelle les politiques à d'avoir vraiment de la modestie et du courage pour soutenir ces lieux qui sont sur le territoire, qui vont chercher un nouveau public avec les dents sans les mordre. Merci, Claude. Et ensuite, Philippe Henry. Oui, bonjour. Claude Renard. J'ai été la rescapée, comme m'a appelé Michel Dufour, de la mission Nouveau Territoire de l'Art qui avait été mis en place après le colloque 2002 à Marseille, dont il avait été question. J'ai travaillé pendant 5 ans auprès de l'Institut des villes qui accueillait cette mission. Et depuis 2 ans, une autre personne m'a remplacée pendant 2 ans. Et peut-être, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, l'Institut des villes a été supprimé. La mission Nouveau Territoire de l'Art a disparu. Et les financements croisés de l'État côté ministère de la Culture et ministère de la Ville
dis-nous, se sont fondus, se sont éparpillés, et le peu d'accompagnement qu'on avait pu avoir dans cette mission qui devait compter 6 personnes, et finalement où je suis restée, comme le disait Michel, la rescapée, il n'y a plus maintenant cet endroit où, entre les différents ministères interministériels, parce que c'était ça qui était dit à Marseille, c'est que nos lieux, nos fabriques et autres ne peuvent vivre que dans une interministérialité de projet, que effectivement c'est des notions, et avec les collectivités locales, avec les élus à l'œuvre aussi dans leurs différentes associations d'élus, et l'Institut des villes avait l'avantage de regrouper l'ensemble des associations d'élus et de confronter en permanence les questions de l'État avec la question du ressenti des élus. J'ai eu la possibilité d'interviewer avant mon départ plus de 30 élus sur ces questions-là, et j'avais appelé ça des élus, des politiques à l'œuvre. Et moi, je dois vous remercier. Je suis actuellement à la mission à Autre part, Art Factory, dans lequel j'ai pu heureusement continuer à être agissante et à pouvoir être dans une dynamique sur Marseille, mais aussi au sein de l'Institut, au sein de notre association, un peu encore en regard et en appui de pas mal d'initiatives, et en tout cas surtout d'essayer de les repérer, d'essayer de pouvoir transmettre tout ce qu'elles peuvent apporter aux élus, puisque c'était ça l'intérêt aussi. C'est à la fois, j'avais le terrain, j'avais les élus, j'avais l'État, et tout ça arrivait à encore essayer de trouver ce que vous des propositions, des pistes, des conventions, des outils pour effectivement accompagner ces émergences qui posent aux collectivités locales des tas de questions. Effectivement, comme l'a dit Éric tout à l'heure, on vous a rien demandé. Effectivement, ils n'ont rien demandé, et tout d'un coup, ils montrent qu'à un endroit dans la ville, il peut se passer quelque chose, et souvent, les élus se disent « Ah ben oui, au fait, effectivement, alors je vais peut-être les accompagner ». Mais pour les accompagner, j'ai pas d'outils, puisque l'État ne veut reconnaître que ce qui est formaté, et je me retrouve assez seule par rapport à leurs aventures, et comment est-ce qu'on peut se débrouiller. Donc, ce qui me réjouit aujourd'hui, et je veux vous remercier tous, aussi bien les représentants d'Actif que mes collègues là, que j'ai trouvé tout à fait intéressants dans leurs témoignages personnels, et un peu en colère, et c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même tous assez en colère. Et je trouve que la manière dont ils l'ont dit était quand même très sensible vis-à-vis de ça. J'ai souvent dit, on est dans une période, il y a une brèche entre le passé et l'avenir. Et je pense où le présent peut advenir et où le politique peut advenir. Et je pense que cette brèche est de plus en plus étroite dans cette période, mais qu'aujourd'hui, en tant qu'élu, vous m'avez, donné le sentiment qu'il se passait quelque chose, d'une possibilité d'échange et d'un travail. Donc la ligne budgétaire dont vous avez parlé, ça fait partie des choses qu'on avait réussi à construire en Midi-Pyrénées, mais d'une manière qui a été la seule endroit où il y avait une ligne budgétaire Nouveau Territoire de l'Art que les élus avaient réussi à mettre en place, mais qui pour nous restait un peu à revoir et à retravailler, parce que peut-être elle désignait un label dont on ne comprenait pas trop bien ce que c'était. La manière dont vous avez parlé de votre ligne budgétaire, polymorphe, etc., me semble être, déjà quelque chose qui travaille sur ce qu'on avait essayé de faire, mais qui l'améliore. Et qui permet effectivement à des choses extrêmement diverses, puisque ces nouveaux territoires sont très divers. Vous avez parlé, je voudrais juste 2 points aussi qui me semblent, mais en réaction, sur la question de la grande précarité de lieux où il y a eu effectivement des gens qui ont travaillé, qui étaient des ouvriers souvent, et puis aujourd'hui c'est des artistes. Il y avait quelqu'un qui parlait des ouvriers à l'œuvrier. Et au moins les ouvriers, ils avaient, à une époque encore, il y avait des contrats de travail. Il y avait une possibilité, effectivement, pour eux, d'un droit du travail. Ce qui est dénié aux ouvriers qui sont aujourd'hui, dans les lieux qui ont été des lieux des usines où il y avait l'ouvrier, c'est qu'ils ont même plus, ils sont en train de perdre ces droits élémentaires, effectivement, des droits du travail. Et ça, je pense que la manière dont vous l'avez souligné me semble tout à fait importante. Puis il y a cet intérêt que vous donnez
à la notion un peu de ce que moi j'avais trouvé nécessaire en observant ce qui se passait. C'est la notion un peu, vu l'état et la précarité de certains lieux, c'est la notion de chef de file, sans hiérarchie, que entre les collectivités territoriales, l'État et autres, il faut essayer de trouver pour accompagner chacune de ces aventures. Et là, il me semble que vous êtes dans cette démarche-là, que vous êtes au travail, dans cette recherche de cohérence et d'appui. Et j'espère qu'au niveau de l'État, on arrivera aussi à cette interministérialité de projets qui avait été possible à Marseille, où on avait beaucoup d'espoir à cette époque-là sur la manière dont l'État allait, non pas dans sa diversité, pouvoir accompagner nos aventures. Et pour terminer, sans évidemment rien de plus, et simplement le plaisir maintenant de continuer la conversation, Hannah Arendt parle de conversation démocratique. Et je pense qu'on est en train d'en avoir une. Et ça me semble intéressant. Être aussi dans quelque chose que j'ai entendu et qui m'a immédiatement fait écho, quand vous avez parlé des temps longs dans lesquels vos aventures vous amènent à programmer et qui sont complètement nécessaires si on veut nourrir un territoire, une population et autres par l'art et la création. Ces temps longs de diffusion, c'est exactement ce que ne font pas les grandes institutions. On est très en colère à Marseille notamment, et on en a parlé récemment, de la manière zapping à Marseille ou ailleurs, de la manière zapping d'excellents spectacles de grands créateurs qui passent un jour, 2 jours, et qui n'amènent, compte tenu de la manière dont l'information se passe, que les happy few qui se retrouvent entre eux et qui ne permet aucun travail sur le territoire, même quand effectivement le fait que des artistes comme Maggie Marin ou d'autres, un exemple, puissent venir, c'est important pour tout le monde, et ils viennent un jour, 2 jours et basta, et on passe à autre chose et on fait du business. Alors je ne vous parlerai pas de Marseille 2013, ce sera pour une autre fois, mais le bling-bling que vous avez évoqué, on est dans le bling-bling. Et là, c'est terrible par rapport à notre région où on n'arrive absolument pas à bosser. Voilà. Merci. Philippe ? Juste devant. Bonsoir, Philippe Henry, retraité de l'enseignement supérieur. J'avoue que j'ai une certaine gêne dans les 2 débats qu'on a eus là, dernière fois Bagnolet ici, et en essayant de nommer cette gêne, je me dis que, et en particulier ce soir, on voit bien que sont évoqués simultanément un enjeu artistique d'un côté et puis un enjeu économique de l'autre, avec ces histoires de précarité, avec un lien qui ne me paraît pas très, très évident entre les deux. Et puis, j'ai l'impression qu'on fait comme si il suffirait d'améliorer les conditions économiques, en particulier par les moyens, et puis que ça résoudrait le problème de l'enjeu artistique. Et je pense que c'est là où se situe ma gêne. J'ai l'impression aussi que rien n'est dit sur les mutations contemporaines quant à c'est quoi l'art aujourd'hui, c'est quoi sa place dans sa société, comment nos concitoyens, finalement, considèrent, s'approprient l'art, comment aussi les artistes travaillent avec ces nouvelles sociétés. Et par conséquent, tant que dans votre débat, pour rester sur le débat actif ou région Île-de-France, vous n'arrivez pas, ou nous n'arrivons pas à mieux qualifier à la fois quel est l'enjeu artistique prioritaire et l'enjeu économique prioritaire dans les conditions de mutation complète de ces questions, on en restera à quelque chose qui me rappelle perpétuellement en France le retour de discussion sur les artistes sont au travail, mais ils manquent de moyens, alors il faut plus de moyens, on en a mis dans l'institution, il faut en mettre ailleurs, oui mais les dispositifs sont contraints, et alors comment on fait, etc. Donc je m'arrêterai là, je ne veux pas être long, mais je trouve qu'il y aurait là sans doute à approfondir, parce que aussi on ne peut pas tout faire, donc il y a des choix à faire. Et dans votre discussion sur les critères, je trouve que vos critères sont très évanescents, très généralistes, et finalement arrivent aussi à une dilution des choses,
que peut-être, c'est difficile parce que ça va faire peut-être des clivages, quels sont, du point de vue de la façon dont vous avez envie de faire de l'art en lien, et quel lien avec la société. Philippe évoquait la question de cette césure entre création contemporaine et nos concitoyens, je ne parle pas du grand public. C'est quoi le type de développement artistique que vous aimeriez privilégier, et dans un enjeu artistique propre peut-être, mais dans quel lien aussi très qualifié avec les populations des territoires, et quel, à ce moment-là, dispositif ou modalité gouvernance économique irait de pair. Sans un approfondissement, j'ai peur que nos débats ne soient que de sympathiques débats, de plaintes, mais qui ne nous mèneront pas dans un autre avenir. Régis, tu souhaites... Oui. Je crois que tu as tout à fait raison, Philippe. C'est-à-dire que effectivement, on a amené deux problématiques sans les articuler l'une à l'autre. Alors un petit mot du pourquoi. En réalité, on n'avait pas du tout prévu initialement d'aborder la question de l'état des lieux. On n'avait pas du tout prévu ça. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand on s'est fait un point à nous-mêmes d'où on en était, on s'est dit mais c'est pas possible d'organiser des rencontres publiques en ce moment sans dire l'extrême précarité dans laquelle on est. Donc on s'est dit il faut dire ça, mais effectivement tu pointes une insuffisance, c'est-à-dire comment on articule ça alors qu'on avait dit aujourd'hui on aborde la question de la spécificité des approches artistiques et culturelles de ces lieux. Donc dont acte, je crois que là-dessus, voilà. Mais en même temps, on a pris la décision parce qu'on est pris dans une contradiction aussi qui est de penser une chose pour répondre tout à l'heure, je crois que c'est Jérôme qui pointait ça, qui disait on attend aussi des éléments techniques. Il faudra une réflexion très technique. Donc on est pris en plein dans cette contradiction-là. C'est-à-dire que quand on s'est lancé dans l'élaboration de ces réflexions et propositions, on est parti d'une situation, c'est-à-dire d'une fenêtre qui s'en trouvait, et on a dit il faut s'engager là-dedans. Et donc il y aurait en réalité plusieurs débats à mener de fond sur ne serait-ce que cette question des approches artistiques et culturelles. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans nos façons de faire? On a essayé comme ça de pointer des choses qu'on a un tout petit peu plus développées quand même dans le document. Il y a beaucoup à faire. Il y a certainement beaucoup mieux à faire. Mais bon, voilà. Et on est pris dans cette contradiction. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a quelque chose d'une urgence pour nous, d'une urgence à très court terme. Et on ne voudrait pas la louper parce que c'est essentiel, quoi. Je l'ai dit. Il y a une petite chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, qui me semble quand même important, c'est que, juste pour parler des 7 lieux qui sont dans la plus grande précarité, sur les 21, là, hein, il y en a 5 parisiens. Voilà, ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a bien derrière encore, alors je m'excuse d'encore ouvrir un nouvel espace, mais il y a encore toute une question qui est aussi liée à des questions immobilières, à des questions d'occupation du territoire. Hein, mais pas seulement. Et là, je vais jeter un caillou dans le jardin non, pas le tien, celui de Jérôme. C'est-à-dire qu'il y a aussi effectivement un gros questionnement à avoir sur la question de la politique culturelle de la mairie de Paris. Hein, et des choix qu'elle a faits qui consistent à abonder très lourdement sur de très gros établissements, à oublier complètement ce qui se passe à côté. Voilà. Donc là, il y a un débat prévu prochainement sur ce thème-là, c'est-à-dire la politique parisienne et la problématique des lieux sur Paris capitale. Je dis aussi qu'il y a un autre débat qu'on a prévu après sur la question précisément de critérisation, évaluation. Ce sont des mots lourds, mais on n'en a pas trouvé d'autres. Et en tous les cas, c'est bien la question de savoir comment nous-mêmes on imagine où on souhaiterait qu'on pense, voilà, comment on a envie qu'on regarde nos projets lieux et sur quoi à partir de quoi les appréhender. Et comment, je ne sais pas, même penser une échelle d'accompagnement. C'est des questions, si on laisse faire, je dirais, ou les services administratifs, par exemple, de la région, ou les élus tout seuls, on va passer à côté.
Donc cette question nous appartient et elle est très, très difficile. Hein. Mais donc il y aura un débat vraiment juste sur ce point-là. D'accord. Éric, tu voulais parler, mais Philippe, comme tu dois partir, veux-tu réagir? Je voulais juste dire que l'émergence de ces nouveaux lieux de culture, comme dans d'autres, par exemple le théâtre jeune public, ont bénéficié d'un mouvement de l'histoire qui s'appelait la décentralisation. Et que la précarité qui s'accélère maintenant. Alors je sais bien qu'en région Paris-Île-de-France, je ne sais pas comment on parle de la décentralisation, mais je veux dire, c'est quand même, vous savez, 70% du budget du ministère de la Culture est dépensé à l'intérieur du périphérique. Vous savez ça. Vous savez qu'il y a 2,5 millions de Français qui ne sont pas tout à fait aussi égaux que les autres. Bon. Donc, cette question de la décentralisation qui a été battue en brèche par le Chirac, puis encore plus par Sarkozy. Or, ces lieux sont des faits de décentralisation, c'est-à-dire des lieux où peuvent s'inventer à l'échelle du territoire, en relation entre les élus et les opérateurs. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce sont des lieux où il y a des véritables savoir-faire. Et que c'est des savoir-faire qu'on conteste à ces lieux, alors qu'ils ont inventé des lieux dont on ne comprend pas comment ils existent. Et je pense que ça tient à une qualité particulière, c'est le souci de liberté. Et je crois que c'est encore vrai que dans ces lieux, il y a ce souci de liberté. Ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. Je voudrais intervenir rapidement. D'abord, je pense qu'il faut remercier les élus d'être là et de se confronter directement à... Pardon, je suis Ariel Sipel, je suis le directeur de Confluence à Paris. Je pense que les élus, dans leur intervention, ont essayé de nous dire des choses et que c'est important de lever peut-être certains malentendus. Et je voudrais intervenir sur le volet économique de ce dont on parle et de ce qui va advenir de la première tranche, de ce qui va plus tard être plusieurs tranches, de ce million qui a été voté. Jérôme, d'abord, je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut un changement de gouvernance, il n'y a pas de problème. Et nous avons beaucoup d'espoir dans ce changement de gouvernance. Les lieux de fabrique sont parfois stupéfaits de la répartition des subventions. Et si tu dis que 2 lieux municipaux qui sont virés par des méchantes mairies de droite et que la région va continuer à aider ces équipes, personne ne vous en tiendra à rigueur. Par contre, si les gens qui sont ici, et entre autres les équipes d'actifs, constatent que des lieux qui sont déjà richement pourvus sont encore aidés et que des lieux qui sont en grande difficulté ne sont pas assez aidés, effectivement, il y aura un sentiment de trahison. Donc, il n'y a pas de malentendu à avoir. Nous, évidemment, on soutiendra les élus qui défendent des équipes qui sont menacées, même si c'est des lieux municipaux. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit, Corinne, qu'il y avait des gens qui étaient encore plus pauvres que les gens qui étaient ici, qui étaient les lieux d'art plastique. Je voudrais contester cet argument. Parce que c'était dans la même phrase qui disait il y a des lieux qui reçoivent la PAC. Oui, il y a des lieux qui reçoivent la PAC. Mais le discours de Régis, le discours de Mathieu, qui sont les co-directeurs, les co-présidents d'Actifs, c'était de souligner la précarité d'un certain nombre de lieux qui étaient ici. Et quand Régis disait de façon un peu caricaturale, un peu schématique, alors si on divise 1 million par 50, ça fait 20 000, ça fait pas beaucoup. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Et c'est vrai que la réponse qui dit « oui, mais il y a des encore plus pauvres que vous », c'est pas une réponse qui soit satisfaisante. Donc moi, je sais pas comment, j'ai pas de réponse, je vais pas vous dire comment l'argent doit être réparti. Mais, non mais, c'est-à-dire que vous faites aussi votre travail d'élu. Simplement, je dis que vous devez entendre que la précarité d'un certain nombre de lieux, aujourd'hui, exige une réponse qui soit urgente et appropriée. Sinon, effectivement, ces lieux sont menacés dans leur existence. Et donc, il ne doit pas y avoir de malentendu là-dessus. Voilà, je vous remercie. Juste pour préciser ma pensée, je pense que si j'ai donné cet exemple qui peut-être a pu être perçu de manière maladroite, c'est que je sais ici où je suis.
et je sais qui m'invite. C'est le réseau actif. Or, j'ai commencé mon intervention en disant que si soutien aux fabriques de culture il y a, ce doit être un dispositif transversal qui regarde l'ensemble des champs culturels et esthétiques. Et donc, qu'il faut entendre qu'il y a un certain nombre de lieux ou d'espaces qui sont plus démunis, peut-être, par les lacunes de dispositifs, que ce soit au niveau de l'État. Enfin, tu vois ce que je veux dire sur la répartition. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a certains lieux intermédiaires qui se gavent des financements de la région et des machins, et pendant que... Enfin, soyons très clairs. Simplement, je pense qu'il faut garder à l'esprit cette question-là, et que quand je suis ici et que je suis avec des gens qui sont issus majoritairement du spectacle vivant, je suis aussi là pour être franche avec vous et dire ça ne vous concerne pas que vous. C'est juste ça que je veux dire. Tu vois ? Donc je comprends les épidermies, mais je pense qu'il faut juste que vous entendiez qu'un certain nombre de lieux, et notamment en banlieue parisienne, qui vivent sans aucun financement public, eux pourraient effectivement être soutenus pour leurs actions d'une manière différente. Voilà, c'est ça. Nous n'avons jamais été contre ça. Hein. Oui. Éric ? Oui, rapidement, il y a eu plusieurs interventions après que j'ai demandé la parole. Je voulais insister un peu et un peu préciser sur ce qu'a dit Philippe Henry, et aussi en réponse à ce qu'a répondu Régis, en disant on est dans une situation d'urgence et on ne pouvait pas ne pas évoquer la situation économique, mais on est toujours en situation d'urgence. Depuis qu'on est dans ces projets, qu'on s'est engagés personnellement les uns et les autres, et que je dis bien engagés, les projets que nous avons, c'est pas tant des projets professionnels que des projets de vie. C'est l'engagement très profond que nous avons dans nos projets. On a toujours été dans la situation d'urgence. Et c'est pas parce qu'on est dans la situation d'urgence qu'il ne faut pas aborder les questions de fond, les questions de réflexion. Et justement parce que on est dans des situations d'urgence, peut-être qu'il ne faut pas faire la part là-dessus. Parce que, alors j'ai bien entendu qu'il va y avoir un travail qui va être fait sur cette question des critères, des évaluations, etc. C'est absolument essentiel. Et pas seulement les critères tels qu'ils ont été définis par Mathieu, qui définit un certain nombre de choses qui sont intéressantes, évidemment, mais pour la plupart de ces critères, quasiment tout le monde pourrait les revendiquer, y compris les institutions culturelles, y compris etc. Il n'y a pas aujourd'hui un centre dramatique qui n'a pas un bar qui défend le fait qu'il y ait une convivialité dedans. J'en connais énormément qui sont aussi dans des lieux réhabilités. Le centre dramatique national de Bordeaux dans une ancienne sucrerie, le musée d'art contemporain dans des magnifiques entrepôts, les entrepôts Lenné, etc. Donc il y a beaucoup de ces choses-là. Donc c'est aussi à d'autres endroits qu'on doit définir nos spécificités et peut-être la différence qu'il y a avec ces... voilà. Quel est notre engagement artistique, donc culturel, donc social, donc politique, etc. Sur le fond. Quel est le sens de la présence des établissements comme les nôtres, des structures, des projets, des fabriques, on les appelle comme on voudra, comme les nôtres, dans les relations avec des populations sur ces territoires-là. Et c'est ça qui doit être, à mon sens, le point nodal de notre engagement. Et de ça implique des modes d'organisation. Ce n'est pas nos modes d'organisation qui impliquent les projets, c'est de nos projets qui impliquent des modes d'organisation, des rapports à nos lieux de travail, la façon dont on construit les relations avec les personnes qui les fréquentent, ou comment nous on va au-devant d'eux. Et je pense que, et si j'ai bien compris, c'est un travail que vous allez mener prochainement, mais je voulais juste pointer le fait que ce travail, il est prioritaire justement parce qu'on est dans des situations d'urgence et non pas à remettre au calendrier parce qu'on est dans des situations d'urgence. Jérôme ? Rapidement, je ne vais pas répondre à toutes les interpellations et surtout pas sur celle concernant la ville de Paris, puisque, après tout, je ne suis pas élu parisien, donc voilà, bref. Je n'en pense pas moins, mais les relations étant fluctuantes, tu les interpelleras la prochaine fois, je serai à côté pour entendre la réponse, voilà. Ceci dit, non, concrètement, j'étais pas dans... Il est parti... Ah oui, il est parti. Bon, c'est par rapport à la question, ça fait 2 fois qu'on m'interpelle assez durement et où on se barre juste après. Non, c'est la même question. J'étais pas dans une caricature. J'ai essayé de faire vite, donc j'ai certainement été trop lapidaire. Mon souci, c'est justement que le nouveau dispositif continue à aider ceux qui existent et qui ont des statuts juridiques bien plus divers que l'exposé qui en est fait aujourd'hui. Par contre, c'est se servir du débat global et se servir de la contribution d'actifs et des autres
pour que l'on puisse remettre les politiques en position d'assumer leur rôle pleinement, ce qui est assez difficile aujourd'hui pour vous dire les choses très, très clairement. Je suis un jeune élu, parce que je suis jeune en âge, certes, mais aussi parce que je suis élu depuis 2 ans seulement, et je ne mesurais pas cette difficulté que l'on a à mettre l'ensemble des administrations ensemble pour discuter, pour définir un projet, et pour mettre les politiques aussi tous ensemble et discuter d'un projet. Et donc oui, Anisgras, c'est un lieu d'initiative municipale. Et c'est important de dire ça. Et même si on pouvait obtenir, je sais qu'il y a des problèmes juridiques avec ce que je vais dire, mais si on pouvait obtenir, c'est un point de vue que je mets au débat, si on pouvait obtenir que les collectivités locales achètent les murs, établissent des bails de 99 ans, on appelle ça emphytéotique, c'est ça, permettent aux équipes de continuer à travailler en les allégeant du poids de la structure, en les allégeant du poids des travaux. Parce que c'est important la question de l'immobilier, de l'investissement. Pardon de parler de lui, vous le savez, certains on a parlé des duos, moi j'étais en duo avec Christian Bendetti, j'ai aussi travaillé avec plein d'autres lieux et j'estime beaucoup le travail mené par l'usine Wonder de Choisy-le-Roi, qui a un mode de fonctionnement totalement différent et qui fait sens. Mais le risque du théâtre au studio aujourd'hui, que je connais bien, c'est que ça s'écroule. Il n'y a pas l'argent pour faire les 300 000 € de travaux. Et moi, je le sais bien, parce que j'ai essayé de combattre le truc moi-même, et j'étais administrateur, je n'étais pas maçon. Il y a de l'eau qui coule dans les sous-sols, et donc ça pose un problème. Voilà, donc on a besoin. Et ce sont des situations que l'on retrouve dans tellement d'équipes, le sous-équipement. Donc en fait, la caractéristique, me semble-t-il, de ces lieux-là, c'est le sous-financement et le sous-effectif. Donc en gros, des lieux sous-financés, en sous-effectif, sous-rémunérés, extrêmement motivés, extrêmement performants dans leur rapport à la création artistique et le rapport au territoire. Mais ça ne suffit pas de le dire, il faut voir comment est-ce qu'on continue à l'accompagner. Et je vous ai donné la part de difficulté qu'on pouvait avoir comme élu. Il y a aussi une difficulté, c'est qu'on avait bâti un programme, tous ensemble, les Verts, Europe Écologie, les Verts, le Front de Gauche et le Parti Socialiste, le MRC, le PRG, bon voilà, j'espère que j'oublie personne, le MUP, voilà, qui était basé sur un modèle de financement qui existait avant les élections. Mais comme nous avons gagné les élections régionales, c'est un hasard, nous avons gagné les élections régionales, et puis dans les quelques mois qui ont suivi, quelques milliards en moins pris par l'État dans les caisses de la région Île-de-France. Et donc quand on avait pensé le dispositif pôles régionaux de création, comme on l'avait pensé au niveau de la liste de premier tour à laquelle j'appartenais, ou les fabriques de la culture, comme les Verts l'avaient pensé, ou d'autres projets de front de gauche, on n'était pas parti sur une base d'1 million, on était plutôt parti sur une base de 8 millions. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, on est confronté à cette question-là. Comment est-ce qu'on répond à l'urgence? Comment est-ce qu'on bâtit une politique qui fait sens? Voilà, c'est compliqué. Avoir une délibération cadre qui permet d'influencer la politique générale de l'ensemble des régions, de l'État, des collectivités dans le pays, et en même temps, donc très ouvert au niveau du sens, c'est tenez une neige, où est le sens? C'est-à-dire, oui, il y a l'argent qui tombe, mais pourquoi est-ce qu'on le fait tomber? Et en même temps, répondre à l'urgence, donc ne pas tomber dans le piège qui fera en sorte que seraient laissées de côté, in fine, les équipes que l'on souhaite soutenir en premier lieu. Voilà, ça c'est un des enjeux. Et puis, si je devais être plus sur la question du sens, quelles sont ces équipes-là qui ont souvent investi des lieux désinvestis ou qui avaient une autre mémoire que celle de spectacle? C'est de dire que souvent, ces lieux-là, physiquement, c'est notre patrimoine commun. Et surtout dans cette banlieue-là, c'est pas anodin d'être à Vitry, Ivry, Choisy, Alfortville, toute cette ceinture-là. Il y avait le monde ouvrier était très présent, il l'est toujours, mais beaucoup moins. Et il y a des équipes qui sont là. C'est notre patrimoine à nous. Enfin, pardon, je suis né là, mais à nous qui habitons là, qui voyons qu'il y a toujours de l'activité, qu'il y a des choses qui se fabriquent, qui font sens, qui font qu'on vit différemment ici qu'ailleurs, parce qu'il y a des équipes qui sont là et qui contestent l'institution. Et j'ai deux autres choses à dire, mais pardon, j'espère que je ne suis pas trop long, mais il y a une interpellation sur le statut de l'artiste, de Gérald sur les modes de fonctionnement. Je pense qu'effectivement, le projet national de savoir combien ça coûte, on doit interroger le statut de l'artiste, mais c'est un courage politique très important. C'est facile pour moi, je ne suis pas député, je ne suis pas candidat, donc je peux dire, voilà, faites-le. Mais il faut quand même le faire, c'est-à-dire, oui, j'ai fait une modélisation avec quelques-uns de mes collègues. Si on prend combien coûte l'intermittence
combien coûte le RSA, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans la région Aquitaine, il faut quand même savoir que la plupart des créations se font avec des artistes qui sont au RSA. Hein. Donc si on prend les aides sociales, la solidarité interprofessionnelle, ce que coûte l'intermittence, il me semble qu'on pourrait avoir une rémunération pérenne sur plusieurs années pour des artistes qui leur permettraient voilà, d'arriver à quelque chose. Et c'est ce projet-là qu'on a influencé, mais il ne nous reste que peu de temps. Mais j'ai bien entendu que tous les candidats avaient dit qu'il fallait réinterroger. Mais attention, ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on demande à la SACD de fonctionner différemment, il faut qu'on demande à l'ensemble des organismes collecteurs de fonctionner différemment, et qu'ils réfléchissent ensemble. Ça va prendre plusieurs années. Voilà. Je ne sais plus. Oui, sur la question institutionnelle. Quand même, n'opposons pas ces équipes-là à l'institution, parce qu'en fait, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est interroger le fonctionnement même des institutions, parce qu'après tout, l'idée de la création des centres dramatiques nationaux, c'était bien d'avoir des équipes qui sont là, qui travaillent avec le territoire. On en parlait en aparté. Un des grands soucis que l'on a, c'est la question des séries. Comment se fait-il que les scènes nationales programment des spectacles une ou deux fois? Effectivement, c'est plein parce qu'on leur demande d'avoir des salles pleines, dire dans le sens tous les gradins remplis. Mais en même temps, si on veut faire un travail sur le territoire de longue haleine, il faut que les spectacles puissent se jouer plusieurs fois sur le territoire, qu'on puisse donner à l'occasion à des publics différents de venir, aux équipes qui travaillent autour des équipes artistiques de faire leur travail de lien avec des nouveaux publics, avec des anciens publics qui reviendraient. Et paradoxalement, alors qu'il y a beaucoup moins de moyens, et pas forcément des séries d'ailleurs, mais parce qu'il y a la présence d'artistes sérieux et motivés, d'équipes sérieuses et motivées autour d'artistes, c'est dans ces lieux-là que l'on arrive à trouver le nouveau public et à avoir un lien de sens. C'est ce qui me paraît être fondamental. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais ne pas finir ce débat sans l'avoir dit. Excuse-moi, je me permets juste une toute petite chose, parce que ça fait 2 fois qu'on revient sur cette question. On l'avait déjà abordée, il me semble, au dernier débat. C'est la question de la diffusion. Puisque Corinne a dit à plusieurs fois, il y a déjà des aides à la diffusion. Maintenant, Jérôme nous dit, un des gros problèmes qu'on a, c'est les problèmes des longues séries. Donc moi, je vous demande, qu'est-ce que la région fait, puisque vous savez très bien que ces lieux-là, notamment, accueillent les équipes sur la durée, sur des séries. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui à la région pour accompagner sur la question des séries notamment. Donc c'est un vrai vide, parce que la région ne le fait pas, les villes ne le font pas, elles ne sont pas directement commanditaires de cette question. Elles, si ça passe 2 fois ou 3 fois, de toute façon, le public local a la possibilité de le venir pour voir les choses. Les départements non plus, la DRAC surtout pas. Donc il y a un moment, il y a un vrai vide moralité. Tous ces réseaux qui travaillent sur ces questions-là, il y a une vraie panne à cet endroit-là. Et je ne l'entends pas nommer. Oui, je l'entends nommer un peu quand on rencontre Elisabeth Henry qui nous dit, oui, effectivement, il y a un gros problème là. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment cette question est abordée, notamment à la région Île-de-France. Écoute, elle est quand même un petit peu abordée par la PAC, mais ce que j'entends, et pour le coup, là, ce que tu dis, c'est que moi, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être réfléchi sur une amélioration de la PAC, ou par exemple, un critère de bonification et d'évaluation en positif des structures qui bénéficient de la PAC. Pour le coup, moi je te le dis, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité, y compris sur les dispositifs existants, de les faire évoluer pour correspondre probablement mieux à ce qui sont les vraies nécessités du truc. Et vraiment, je te le dis, ça me vient là, je pense que ça, c'est exactement un espace, une proposition qui peut être un objet d'amélioration du dispositif de la PAC. Et donc, parce que, effectivement, dans nos évaluations et dans nos critérisations, mais ça, c'est un petit... non pas désaccord, mais en tout cas une subtilité de vision entre nous, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de lieux qui bénéficient de la PAC et à qui on ne fait pas véritablement de demande en termes d'investissement et de temps sur la diffusion, parce que ce sont des scènes nationales ou des CDN qu'ils ont bénéficié de soutien au titre de la permanence artistique dans un contexte complexe, en 2005, où il fallait répondre à la crise de l'intermittence, mais que maintenant, je pense que ces structures-là, on pourrait imaginer, sur la question de la PAC, être plus exigeants avec elles, en espérant qu'un jour on ait le pouvoir et qu'on puisse aussi revenir à des financements de l'État sur ces scènes labellisées
comme c'est, à mon avis, sa vocation. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et qu'encore une fois, sur les questions de la diffusion qui sont pour le coup quelque chose qui est spécifique au spectacle vivant, ce n'est pas un dispositif de soutien transversal aux fabriques d'art et de culture qui vont régler ce problème-là. En tous les cas, c'est mon point de vue, mais même si après on sera en train d'élaborer un dispositif qui fera l'objet d'une co-construction et à un moment donné qui devra faire l'objet d'un consensus. Donc ça, c'était la réponse tac au tac à ce que tu viens de dire. Je voudrais quand même je voudrais te répondre aussi, vous dire quel est mon sentiment par rapport à ce que tu as évoqué sur ces lieux en très grande détresse, et notamment ces 5 lieux qui se trouvent être à Paris. Et je voudrais, ça va vous faire bizarre que je dise ça, vous dire qu'il ne faut pas que le problème de fond sur ces lieux, c'est la pression foncière, effectivement. C'est peut-être une certaine manière, une certaine vision des politiques culturelles à Paris, mais je pense que c'est plus profond que ça. Et donc là, je m'adresse à mes camarades aussi quand je leur dis ça, c'est que je crois que si on veut vraiment refonder les politiques culturelles et réfléchir sur cette question de la décentralisation, qui a fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, émerger un certain nombre de lieux et de fabriques de culture, il faut changer aussi la manière de penser des politiques qui pensent que Paris, ville lumière, éclaire le monde de sa culture et de sa science, mais c'est valable aussi quand on est à Lille, Roubaix, Tourcoing, quand on est à Nantes, quand on est à Bordeaux, etc., où il y a une relation capitale ou centre périphérique est extrêmement forte, où on considère que ce qui est au centre, ça a de la valeur, ce qui est à la périphérie, ça n'en a pas, ce qui est rural, on n'en parle même pas, c'est des bouseux, et il y a une vraie... quelque chose qu'il faut reconstruire dans l'esprit de ceux qui travaillent sur les politiques culturelles et sur le soutien à la création artistique. Parce que systématiquement, j'entends beaucoup dans mon univers politique que ce qui compte, c'est qu'un projet rayonne, qu'on fasse des politiques culturelles pour qu'un territoire soit attractif, qu'on lance des projets, des événements, des festivals pour qu'il y ait de la visibilité. Et effectivement, on donne des financements pour construire des gros machins, parce qu'on en blaguait tout à l'heure avec Jérôme, il y a un élu, en général avec un costume et une cravate, qui va découper un ruban bleu, blanc, rouge, excuse-moi, qui va découper un ruban bleu, blanc, rouge, et il se frottera les mains de savoir d'ailleurs comment ce machin qu'il a inauguré, en bon gros béton bien dur et bien solide, va fonctionner ensuite. Et c'est là que j'en viens à ta question de ces fameux lieux municipaux qui sont étranglés, y compris par des méchantes municipalités de droite. D'abord, je vais te dire une chose, le combat, il doit se faire aussi sur ces municipalités pour faire qu'elles soient plus de droite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on crée ces lieux, eh ben, on assume qu'on les met en fonctionnement, qu'on les met en fonctionnement. Et moi, j'en ai marre de voir passer à la région des votes de subventions en soutien pour construire des boîtes en Essonne, dans le Val-de-Marne, non, dans le Val-de-Marne, c'est moins le cas, dans les Yvelines, tiens, oui, où on inaugure un certain nombre de boîtes, et on ne sait pas comment va marcher la structure, comment les artistes vont être payés là-dedans, comment vont être payés les techniciens, et surtout comment les charges de la structure vont être payées, parce qu'il n'y a aucune réflexion sur, par ailleurs, le coût de l'espace. Donc, voilà, moi, je pense que c'est une pierre dans nos jardins à tous. Je pense qu'il faut quand même essayer de regarder la manière dont on fait les politiques culturelles en disant, est-ce qu'on est vraiment d'accord? Est-ce qu'on veut vraiment une vraie décentralisation des politiques culturelles? Et si c'est oui, alors faisons-le dans les actes et demandons-le à ces politiques qui gèrent des grandes métropoles et, on va dire, des centres par rapport à des périphéries. Voilà. Merci. Peut-être on va prendre encore 2 autres interventions. Et puis Merci. Moi, je suis un peu timide, donc prendre la parole, c'est un peu difficile. D'autant plus quand il y a tout un tas de choses qui sont dites et qu'on a envie d'intervenir à peu près toutes les demi-phrases.
J'ai pas assisté malheureusement à la première partie, je suis arrivé en retard, donc malheureusement j'ai loupé les 2 premiers témoignages que je regrette beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Philippe Braski, je m'occupe de projets de danse, voilà. Oui, moi, il y a un truc. Et plusieurs fois administrateur de beaucoup de lieux de j'étais fabrique. Administrateur d'un lieu dont on n'a pas parlé, qui est ici, qui est la Marmolène Parisien, et après de l'échangeur de Bagnolet, et avant de la main d'or d'avant Dieudonné, et de la Guillotine. Et je m'occupe d'un projet qui s'appelle Tumulus, une compagnie de danse. Alors, puisque tu m'interpelles, il y a tellement de choses à dire. Il y a une chose qui m'a étonné dans ce que tu as avalisé. Je ne sais pas si c'est vraiment ta pensée, parce que je te connais bien, et souvent je te cite, et je cite ce que tu dis en rappelant que les lieux qui nous intéressent ici, ce sont des lieux qui sont d'initiative privée, et pas de la, comment tu as dit, collectivité civile, collectivité, non. Parce que je pense que, alors, merci aux actifs et merci aux élus d'être là. Je pense que les élus, leur boulot, c'est de mettre en place des appareillages de dispositifs, des processus, et ils le font au mieux. On se heurte à une question de critères, entre autres. Et quand je vous entends parler, il y a une chose qui m'obsède, qui n'est pas très démocratique et pas très facile à dire, c'est que un des éléments qui donne de la validité à ces aventures et à ces lieux, ce sont des personnes. C'est-à-dire la qualité, l'intensité. Alors, on ne peut pas le qualifier, je trouve, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire en parlant d'engagement, d'enchaînement, d'engagement qui serait d'abord un engagement personnel de vie, qui irait sur un engagement de travail, puis sur un engagement social, politique. Bon, comme ça a été dit à plusieurs reprises, à mon avis, tous les critères sont réversibles, etc. On ne peut pas reprocher à un directeur de scène nationale de ne pas faire de série, c'est beaucoup trop rapide de dire ça. Au passage, sur la question économique du coût de l'intermittence, à mon avis, on a dit des choses qui me semblent contestables. L'intermittence coûte beaucoup moins cher que l'équivalent ramené à des salaires permanents. Enfin, je passe une chose à l'autre, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui fait la valeur de ces initiatives, c'est souvent les hommes. Donc ça, c'est très difficile à dire parce que c'est pas très démocratique. Du temps de Louis XIV, il y avait un prince éclairé. On faisait semblant d'avoir des dispositifs peut-être explicites, mais il y avait des décisions arbitraires qui étaient prises par des gens qualifiés. Or, je pense que dans nos milieux, aussi bien nous-mêmes professionnels que les politiques, mais je pense que ça touche d'abord les professionnels, il y a un grave problème de compétences, je dirais de compétences humaines, c'est-à-dire de qualité, de capacité à porter un regard artistique, à savoir ce que c'est que l'art, quel est le rôle fondamental de l'art dans la société, pourquoi c'est fondamental, ce que c'est que l'art, et pourquoi il faut défendre l'art. Donc ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à quantifier, très difficiles à mettre en tableau, mais qui sont absolument déterminantes. Parce que, par exemple, je vois qu'on cherche désespérément à trouver comment il serait légitime ou pas d'être juste avec des lieux qui sont beaucoup plus pauvres que nous, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de lieux que je connais qui sont plus pauvres que moi, qui m'intéressent pas tellement. Il y a beaucoup de choses de grande qualité qui sont dans des lieux institutionnels qui sont très bien pourvus. Donc il y a un paramètre dans la conduite des affaires culturelles et artistiques qui est inquantifiable et qui tient de l'arbitraire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu as un micro, Corinne ? S'il te plaît, peux-tu passer le micro derrière toi ? Merci. Bonsoir, Johan Chanrion, la Nef Manufacture d'Utopie à Pantin. On est lieu, compagnie, compagnonnage, marionnette, membre du réseau actif. J'avais une question un peu pragmatique, mais pour revenir notamment sur la question de l'investissement, qui est effectivement une question importante. On doit connaître, enfin beaucoup de ces fabriques doivent évidemment connaître des meilleures conditions de travail. On travaille aussi le rapport au public, donc l'ouverture au public. Ça sous-entend effectivement de mise aux normes. C'est vrai qu'on est dans le spectacle vivant, mais je pense que ce n'est pas uniquement une question de spectacle vivant, ce rapport au public. Donc, à savoir, dans le cadre de ce dispositif d'aide aux fabriques d'art et de culture, quel type de soutien
à l'investissement pour être proposés. On sait que le taux d'intervention de la région pour le moment est à hauteur de 30%. Nous, ça nous pose question quant aux 70% restants en cofinancement. C'est colossal, c'est véritable. Je sais qu'il y a des questions, il y a quelques réponses a priori sur le taux d'intervention qu'il devrait éventuellement... Ouais, voilà. Donc, voilà, question concernant l'investissement et le taux d'intervention de la région. Une réponse qui est en fait, il se trouve qu'hier j'ai fait une réunion de travail avec la personne des services qui s'occupe de l'aide aux investissements, justement pour réfléchir à cette demande très forte de tous les gens qui ont travaillé depuis 1 an et demi sur les questions des fabriques de culture, de demander que le taux d'intervention pour le soutien en investissement soit un taux d'intervention qui prenne en compte que le fait que ces structures ne sont pas des structures qui ont la possibilité d'avoir des croisements de financement importants et qui n'ont pas en plus des capacités d'investissement en propre importantes. Donc, c'est vrai que moi je souhaite qu'on puisse aller, selon les types de structures, jusqu'à une intervention qui serait autour de 60-70%. Simplement, on réfléchit à la question de comment ça marche quand beaucoup de ces lieux sont locataires auprès de propriétaires privés. C'est-à-dire comment on fait aussi pour que le propriétaire privé, à qui vous donnez un loyer, s'investisse également dans, on va dire, l'amélioration radicale de son lieu. Donc il y a une première question qui se pose, technique, qu'il faut qu'on résolve, c'est sur comment on implique le propriétaire sur ces questions-là. Ce n'est pas une question indépassable. J'ai donné, parce que vous savez que les relations avec nos amis des services sont parfois complexes parce qu'on a du mal à parfois les faire sortir des murs ou des cadres dans lesquels ils sont habitués à travailler. Donc il faut pouvoir donner des exemples supplémentaires dans d'autres domaines pour leur montrer que ça marche. Et en l'occurrence, parce que leur problème en fait de ce déplafonnement, c'est qu'ils disent oui, mais en gros, on va filer de l'argent à des propriétaires privés qui font aucun effort, enfin pour les structures qui sont locataires auprès de propriétaires privés, qui font aucun effort pour rendre ce lieu dans des conditions correctes. Et à un moment donné, ils vont les virer et ils vont ils vont utiliser ce lieu avec l'argent de la région. Moi, j'ai dit bah oui, c'est possible, mais si c'est le cas. Par exemple, quand un certain nombre de régions soutiennent la création de gîtes ruraux ou de chambres d'hôtes en zone rurale, ça existe dans le Limousin, dans Poitou-Charentes, etc. Et ben, quand le propriétaire privé il reprend son lieu parce que le gestionnaire des gîtes ruraux qui a bénéficié des financements, il est parti ou il paye plus ou je ne sais pas quoi, et ben, il rembourse au prorata à la collectivité qui l'a financé la somme dont a bénéficié l'espace dont il va faire une plus-value. Donc, déjà, là, il y a un premier souci qui est en train de se lever. La deuxième question que les services m'ont dit en négatif, en me disant « Ah, mais tu comprends, c'est super compliqué », c'est tous ces lieux qui sont dans des conventions d'occupation précaire ou dans des conventions d'occupation précaire sur des temps, ce que j'appelle moyens, c'est-à-dire occupation de 4, 5, 6 ans conventionnés avec la collectivité qui est propriétaire ou même la structure privée. Et encore une fois, là-dessus, je pense qu'il faut identifier quels sont les besoins de soutien en investissement. Souvent, ces lieux, je donne des exemples, hein, ça peut être la Générale dans le 11e arrondissement, ça peut être le 6B, enfin, c'est un certain nombre de lieux qui occupent des espaces tout en sachant qu'ils y sont de manière provisoire, mais qui est un provisoire long. Ces lieux-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau d'équipement en termes d'investissement luxueux. Ce qu'ils demandent d'une manière générale, c'est d'avoir une électricité qui soit aux normes sur l'ensemble des équipements, c'est d'avoir le clos et le couvert, éventuellement au cas où de quoi se chauffer quand on travaille dans un espace comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le même type de soutien en investissement. La dernière chose, et ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup, même si j'ai du mal à identifier quels sont les besoins réels, et donc ça je vous demande de me le faire remonter, c'est que je voudrais que dans cette aide à l'investissement, il y ait une aide à l'acquisition d'équipements pour la production artistique. C'est vrai que ça peut concerner peut-être plus ceux qui sont dans la production plastique que ceux qui sont dans le spectacle vivant, mais je ne suis pas sûre. Je pense notamment aux arts de la rue,
qui peuvent avoir besoin d'être soutenus dans l'acquisition d'équipements qui sont parfois coûteux. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup que vous réfléchissiez sur cette question-là pour qu'on soit plus en capacité d'identifier les besoins et les nécessités et qu'ensuite je puisse revenir vers les services en essayant de soulever tous les points où ils vont me dire c'est pas possible parce que, ou c'est parce que, voilà. La dernière chose, c'est sur le déplafonnement. Enfin, il ne faut pas qu'on utilise ce terme d'ailleurs. Il faut qu'on dise que pour les structures issues de la société civile et qui sont de statut privé, eh bien, cette règle des 30% n'a pas lieu d'être, puisqu'à la région Île-de-France, cette règle des 30% ne vaut que pour les structures municipales et publiques d'une manière générale. C'est un dispositif cadre transversal à l'ensemble des politiques publiques de la région. Quand on donne un financement, un investissement, si c'est une municipalité, c'est maximum 30%. D'accord ? Mais à partir du moment où on est dans du droit privé des structures bénéficiaires, il n'y a absolument aucun problème technique ni de règlement budgétaire et financier pour qu'on puisse monter à 60, 70% et même à 80%, puisque 80% c'est la règle européenne. Donc voilà, je vous rassure là-dessus, on a un peu fouillé et poussé les gens dans leur retranchement, c'est possible de le faire. Après, il faut qu'on affine la manière dont on pourra le faire. Merci, nous allons conclure le débat maintenant. Je vous remercie. Oui, je peux prendre la parole 2 minutes, ça va être très très rapide. On a parlé avec beaucoup de pudeur, oui, Pascal Laurent, mais ça allait venir juste en deuxième phrase. On a parlé avec beaucoup de pudeur des lieux parisiens qui étaient au risque de disparaître. Donc je me présente, Pascal Laurent, co-directeur, moi aussi co-directeur, avec une femme, co-directrice, Sarah Harper, de l'Avant-Rue, qui est un lieu parisien, intramuros, dans le 17e arrondissement, le seul lieu avec 13 mètres sous plafond, une salle de 200 mètres de répétition, essentiellement dédié aux arts de la rue et au cirque, mais qui reçoit avec plaisir et qui l'a fait depuis 12 ans, largement des sculpteurs, des peintres, des performeurs de plusieurs types, des fous, des Français et des étrangers, des Belges et des Suisses. On est soutenu au titre de l'existence groupée d'une compagnie qui a un lieu et qui le prête quand elle ne s'en sert pas. Il se trouve que un de nos financeurs, une de nos aides, la DRAC en l'occurrence, pour ne pas la citer, est en train de nous lâcher en tant que sur notre travail de compagnie. Il est clair pour tout le monde, je pense, que le travail de la compagnie investit le lieu et que le lieu investit le travail de la compagnie. Quand on est arrivé dans le lieu, le pourcentage de fonds propres qu'il fallait pour faire les travaux, nous l'avons apporté parce qu'à cette époque-là, on vendait beaucoup de spectacles sur des tournées qu'on faisait. On n'avait pas de lieu. On a tout investi dans le lieu et puis peu à peu, le lieu nous a bouffé. Et il y a même quelqu'un récemment dans un ministère qui nous a dit « Oh ben c'est étonnant qu'après 12 ans, vous existiez encore. » Parce que d'habitude, les compagnies qui ont un lieu se font bouffer par leur lieu. Regardez, c'est arrivé à machin, c'est arrivé à truc. Je ne citerai personne, c'est de très bons copains, qui sont en province aussi. Il se trouve qu'effectivement, on s'est un peu fait bouffer, et on s'est fait bouffer par une deuxième chose que je tiens à souligner, parce que je m'en suis aperçu cette année, après 12 ans, c'est que le SMIC en 2000, quand on a commencé à être subventionné, était à 6,13, enfin l'équivalent parce que c'était des francs à l'époque, et que maintenant il est à 9,22, c'est-à-dire une augmentation de 150,41%. C'est-à-dire qu'une subvention de 10 000 euros, l'équivalent de 10 000 euros en 2000, elle serait équivalente à une subvention maintenant de 15 000. Une subvention de 50, ça serait maintenant 75. Une subvention de 20, ça serait maintenant 30. Toutes nos subventions depuis 2000 sont restées exactement au même niveau en chiffres. Le résultat, c'est qu'on a perdu un tiers, sans que ça se voie, de nos subventions. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure de la grenouille qui, quand on la met dans l'eau chaude, elle finit par pas s'en aller, elle s'en aperçoit pas, elle y reste. On y est resté. Et maintenant que notre compagnie vend moins,
parce qu'elle est passée sur d'autres projets qui ne sont plus des projets vendus, mais des projets subventionnés, c'est-à-dire que maintenant on travaille sur des problèmes territoriaux. On a fait des gros projets sur la route de Paris à Rouen qui ont été non pas vendus aux municipalités, mais qui ont été subventionnés par la municipalité de Vigny, la municipalité à la limite de la région parisienne. C'est des petites subventions qui nous ont soutenus. Le résultat, quand on fait les comptes des fonds propres, on s'aperçoit que tout ça, c'est des aides d'État. Le problème, c'est qu'on a donné un travail pour lequel on n'a pas été payé sur une facture, mais un travail qu'on a fait. Ils ont dit, oui, mais vous comprenez, on ne peut pas vous payer parce qu'il faudrait faire un appel d'offres, machin, le truc, donc on va vous faire une subvention. Sauf que nous, après, on passe pour une compagnie qui ne vend pas. C'est une compagnie, ils ont quoi? Ils ont 20%, 10%, 15%. Je n'ai pas fait le compte cette année, pas encore. Parce que les comptes, on peut plus les faire. Le résultat, c'est qu'on va être déconventionné par la DRAC. Le résultat, c'est qu'on ne pourra plus soutenir le lieu et que si ça se trouve, dans 3 mois, il n'y aura plus l'avant-rue à Paris. Voilà, je le dis, j'ai les boules, vous aurez les boules aussi, mais ce que je vais vous dire, c'est que pour l'instant, notre compagnie n'a pas un centime de dette et que je ne mettrai pas la compagnie en dette parce que la compagnie, c'est nous. C'est nous, c'est notre président. J'ai pas envie ni qu'il soit en dette, ni qu'il aille en prison. Donc dès qu'il n'y aura plus de sous dans la caisse pour payer les loyers, je rends la clé aux propriétaires, et la culture et le travail qu'on a fait pendant 12 ans iront se faire foutre. Et l'ensemble de la culture, l'ensemble de tous ceux qui se disaient « Ah, c'est bien, il y a un lieu dans la région parisienne, avec 13 mètres sous plafond, on peut y faire du double grand ballon de cirque de 12 mètres de largeur sur 9 mètres de haut », eh ben ils ne viendront plus le faire. Et ceux qui pensaient qu'on pouvait y répéter ou y construire des décors comme celui de la cerise noire de la Française de Comptage, eh bien, ils ne pourront plus venir faire de la soudure dans Paris. Ils iront la faire, c'est très bien aussi, chez Serge, à Saint-Ouen-l'Aumône, sauf que ça fait du travail, du transport tous les matins et tous les soirs. Bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la culture et le travail qu'on a fait depuis 12 ans vont s'effondrer, tout simplement parce qu'on s'est fait avoir, qu'on n'a pas eu la clairvoyance, parce qu'on n'est pas des gestionnaires, on est des artistes. On a toujours maintenu la position, on est une compagnie, on n'est pas des gérants de lieux. La DRAC, en 2009, nous a descendu notre subvention de 12% en disant « Ah mais vous comprenez, il n'y a plus les compagnies avec lieu, ça n'existe plus. Vous ne rentrez pas dans les cadres. » Je leur ai répondu, non, c'est vous qui changez les cadres, c'est pas pareil. Ils disent, bah oui, vous n'êtes plus dans le cadre, donc vous allez perdre 12%. Et maintenant, c'est 35% qui veulent nous retirer, avec en plus une réduction l'année prochaine et l'année prochaine. Et dans 3 ans, on n'aura plus rien. Mais dans 3 ans, on aura déjà fermé la boutique. Bonne soirée. Oui, bonjour, Bertrand Le Gall, Péniche Anaco. Alors, on ne fait pas partie du réseau actif, je préviens. Je suis venu par les réseaux d'information, donc j'étais au courant de cette réunion. Et je viens aussi à titre, comme un peu l'avant-rue. Je ne m'attendais pas à faire une intervention publique, c'est juste pour dire que nous, en fait, on a une autre position. On est un lieu qui a 3 ans d'existence. On est sur notre 3e année d'existence. C'est une péniche culturelle pluridisciplinaire sur le bassin de la Villette, dans le 19e à Paris, pour ceux qui situent un peu Jaurès. Et on fait des spectacles autour des cultures du monde, on fait aussi des ateliers, projections de films, débats, conférences, actions culturelles. On a fait aussi quelques créations, mais c'était plutôt à titre amical avec des compagnies amies à qui on a prêté les lieux, mis à disposition, collaboration artistique, partenariat, je ne développe pas tout ça. Tout ça pour dire que nous, on n'est pas financé du tout. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucun financement. On a pu lancer le lieu grâce au CE. On a pu, avec une équipe de 3 CE, à 95% d'aide, 3 CE qui ont donc été embauchés en même temps et dont l'aide a été renouvelée en même temps et c'est terminé en même temps. C'est-à-dire que ces 3 CE n'existent plus. Donc, résultat des courses, on est bénévole sur nos anciens postes. On va se retrouver à devoir embaucher d'autres CE pour remplacer nos anciens CE. Donc on va se retrouver en tant que bénévole sur nos anciens postes à former des gens qui vont venir remplacer nos postes, toujours en CAE. Alors on s'est renseigné, on plate tremplin, il y a tout un tas de dispositifs. La PAC, permanence artistique, apparemment, moi j'ai appelé les DRAC.
enfin, en gros, toutes les collectivités territoriales qui peuvent fournir des financements, évidemment, on se retrouve au standard. Et c'est impossible d'accéder au niveau supérieur, c'est-à-dire de faire passer les dossiers, d'avoir des contacts de gens on va dire, qui ont plus de responsabilités, qui peuvent avoir un temps d'écoute. Donc nous, on se retrouve aujourd'hui à pas vouloir fermer le lieu parce que c'est un lieu qui nous tient à cœur. On a accueilli peut-être, je crois, 4000 personnes la première année, 6000 la deuxième année. Donc on pourrait tabler sur 2000 de plus l'année d'après, franchir un cap de croisière. On a des investissements à faire, on a évidemment toute une organisation, un mode de fonctionnement professionnel à caler. Donc voilà, résultat des courses. Nous, on est complètement noyés, c'est-à-dire qu'on est... En tant que bénévole, évidemment, on est à l'NPE, on travaille aussi par ailleurs à côté et on continue de faire fonctionner ce lieu avec 100% de bénévolat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue parce que là, les questions, j'entendais sur l'intermittence, la permittence, comme on dit, hein, où est-ce qu'on prend des gens au cas général, où est-ce qu'on prend des employés donc, toutes ces questions, nous, on n'en est même plus là, hein, c'est bénévolat, quoi. J'ai envie de dire, bon voilà, l'état de la culture aujourd'hui. Il faut dire que c'est un jeune lieu, donc évidemment, on a tout à gagner, à se faire valoir, à se faire connaître. Et donc je suis aussi là pour ça, parce que je crois que Actif sert d'une certaine manière à faire une sorte de lobbying politique auprès des pouvoirs publics pour réussir à franchir ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas si je vais essayer de mettre... On n'a pas des réponses à tout. Personnellement, moi, comme réponse possible, je dirais il faut se battre politiquement. Donc il faut commencer par s'organiser politiquement, c'est-à-dire se mettre à plusieurs, parce que tout seul dans nos coins, on n'est rien. Donc il faut maintenant qu'on rebâtisse des outils pour faire entendre ce qu'on fait, et sans ça, on n'y arrivera pas. Au bout de 2 ans, on a réussi à avoir le soutien de la mairie du 19e, Julie Navarro, l'adjointe à la culture, mais on n'a pas réussi à franchir le cap de la mairie centrale. Ça s'arrête là. Je vous remercie. Nous allons conclure le débat maintenant. 2 autres débats vont suivre prochainement. Un sur la question du territoire avec un focus sur les lieux parisiens et un autre sur la critérisation et l'évaluation. Je vous invite à rejoindre le buffet qui vous attend au bar. Merci.